Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 du podcast Histoire en série où nous avons aujourd'hui la chance de recevoir François Darocha-Carnero qui est donc un spécialiste d'histoire du football. Bonjour François. Bonjour. Donc je vous reçois aujourd'hui pour parler d'une mini-série qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle The English Game et qui, comme peut-être son nom l'indique ou pas, parle de football et des origines du football. Donc vous allez nous présenter tout ça. Avant ça, je vais vous présenter aux auditeurs. Donc, vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous êtes membre de l'université d'Artois, atelier Sherpa, et vous avez travaillé notamment sur l'équipe de France de football depuis ses origines, et particulièrement sur les joueurs qui la composent. Donc, à ce titre, vous venez de sortir en 2020, au tout début de l'année, le livre Les Bleus et la Coupe, de Copa à Mbappé, qui a été publié aux éditions du Détour. Donc, c'est un livre très récent, et vous êtes un des grands spécialistes du football en France, mais aujourd'hui, je vous fais faire un pas de côté pour aller voir les origines de ce sport, mais de l'autre côté de la Manche. Oui, à la fin du 19e siècle. Alors, pour commencer, tout d'abord, François, est-ce que pour les auditeurs, parce qu'on imagine peut-être que tout le monde n'a pas vu la série, qu'en est-il de cette série The English Game ? Alors, c'est une mini-série de 6 épisodes, elle est assez courte, elle a été diffusée, comme vous l'avez dit, par Netflix, elle est sortie le 20 mars dernier. C'est une série qui est développée par Julian Fellowes. Donc, Julian Fellowes, ce n'est pas un inconnu, puisqu'il a entre autres produit un certain nombre d'épisodes de Downton Abbey. Et sur ces 6 épisodes, on a deux réalisateurs, Birgit Stermos pour les 3 premiers et Tim Fewell pour les 3 derniers. The English Game relate le parcours de 2 groupes sociaux dont le point commun et le point de rencontre en même temps, comme vous l'avez dit, est le football. On a d'abord un ensemble de jeunes gens de la haute société anglaise qui évoluent au sein d'une équipe d'anciens élèves d'Eton, et le nom l'indique, ce sont les Old Etonians. Parmi eux, on observe surtout Arthur Kinnaird, le fils d'un banquier, lui-même associé de son père, qui est marié à une jeune femme, Alma, et au milieu des aventures sportives, la série nous invite à suivre également l'évolution de ce couple. D'un autre côté, on a les habitants de Darwen, plutôt les ouvriers de l'usine textile de James Walsh à Darwen. James Walsh, c'est également celui qui possède l'équipe locale de football et c'est à ce titre qu'il embauche dans son usine 2 Écossais venus de Partick dans la région de Glasgow, à savoir Fergus Sutter et Jimmy Love. Ces 2 joueurs donc sont rémunérés pour évoluer dans l'équipe de football de Darwen. Puis Fergus Sutter va être approché par un autre club de la région, le club de Blackburn, qui est plus offrant et donc Fergus Sutter est transféré à Blackburn. Il est rejoint ensuite par Jimmy Love, par son partenaire. Voilà comment on peut un peu présenter la série. Alors je ne vais pas spoiler toutes les péripéties nécessaires à l'intrigue, mais il faut éclaircir quand même quelques éléments. Dans cette série, il ne s'agit pas de reconstituer les choses à l'exact. Il n'est pas question de faire un reportage historique sur un club anglais à la fin du 19e siècle, mais plutôt de s'inspirer de personnages réels pour en faire un récit cohérent en 6 petits épisodes. Finalement, peu importe, par exemple, si le club de Blackburn a existé ou non. Si Fergus Sutter et Jimmy Love n'ont pas joué en même temps, ou ont joué en même temps à Darwen. Ils n'ont pas joué en même temps, en fait. Ou si Arthur Kinnaird a marqué ou non un but en finale de la Coupe. Il y a plein d'éléments comme ça qui ne sont pas véridiques, mais au moins ça donne en effet une certaine cohérence à une série qui a surtout de remarquable la ressemblance entre Fergus Sutter et l'acteur qui interprète son personnage.
Alors, pour commencer un petit peu notre travail dans cette émission, j'aurais aimé qu'on revienne aux origines du football, puisqu'il vient d'être créé quelques années auparavant, quand la série débute, et que vous nous expliquiez un petit peu, François, en quoi ce football moderne se distingue petit à petit, au milieu du 19e siècle, des jeux traditionnels anglo-saxons de ballon. Alors, on va pas retracer l'histoire de tous les jeux de ballon qui existaient avant la naissance officielle du foot. Il y a en effet les jeux traditionnels anglais, il y a sur le continent la soule, le calcio en Italie. Il est certain que des jeux traditionnels existent avec des équipes au sein de villages, représentant parfois des paroisses, des quartiers, des villages, qui s'opposent le plus souvent à l'occasion de fêtes religieuses et qui relèvent de règles traditionnelles et non pas de lois normées, de lois véritablement écrites. La particularité du football et en général du sport, c'est ce que démontre très bien Georges Vigarello, c'est d'avoir créé un temps qui lui est propre, un espace qui lui est propre et souvent une pratique qui est démocratique ou qui se veut démocratique, en tout cas qui est fondée sur l'égalité théorique des joueurs au sein d'une même équipe. Oui, ça on le voit tout à fait bien dans la série véritablement. Et ce que moi j'ai trouvé qu'on voyait bien, c'était l'idée que le sport, et ça c'est un petit peu aussi un rapport, vous l'avez rappelé avec le grand auteur là-dessus, Georges Vigarello, le sport apparaît, alors plutôt chez des gens qui ont du temps, donc on va dire plutôt chez des bourgeois, et à l'intérieur de structures déjà un petit peu formées, comme les public schools en Angleterre. On parlait d'Eton par exemple. Par exemple, à Eton ou à Westminster, des jeux de ballon sont avérés dès le XVIIIe siècle, dans la plupart des grandes écoles privées d'Angleterre d'ailleurs. Et chaque école possède très vite ses propres jeux, ses propres règles, ses propres normes. À Eton, par exemple, on a 2 jeux de ballon qui occupent l'essentiel du terrain. Justement, le jeu de terrain, l'Eton Field Game, qui se joue sur un champ, quoi. Et par ailleurs, l'Eton Wall Game, qui se joue contre un mur d'enceinte, le long d'un mur d'enceinte de l'école, et qui se joue encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Les 2 jeux continuent de se pratiquer à l'heure actuelle à Eton. Il suffit de regarder le site de l'école pour s'en assurer. Au début du 19e siècle, donc, il y a 2 types de pratiques dans les jeux de ballon. Il y a les écoles qui pratiquent un jeu de ballon où on a le droit de porter la balle, où on peut donc utiliser les mains, et c'est le cas par exemple à rugby, et les écoles où au contraire on privilégie le jeu au pied, c'est le cas d'Eton. De toute façon, dans les 2 cas, il y a des points semblables, il y a des similitudes, en particulier un temps fort du jeu qui est le scrum, la mêlée, le moment où se retrouvent, où se regroupent les joueurs des 2 équipes, où ils s'entremêlent véritablement. Et dans ces jeux, tous les coups, ou presque, sont permis, y compris les coups les plus violents, y compris les coups de pied sur le tibia, ce qu'on appelle le hacking. Oui, ça on le voit dans la série, c'est assez, je pense, bien retranscrit. D'ailleurs, si les amateurs de football aujourd'hui pourraient presque être choqués par voir le type d'action qui se pratique dans ces premiers moments. Alors justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à une époque clé. On est juste, on va dire, quasiment la génération d'après, un mouvement de réforme des public schools qui développe une nouvelle virilité. Oui, 1 ou 2 générations, quoi. En fait, dans le 2e quart du 19e siècle, il y a ce mouvement de réforme qui touche les public schools, qui vise entre autres à maîtriser la violence dans les public schools. On a vu quelques faits de violence à la fin du 18e et au début du 19e siècle assez marquants. Donc il est nécessaire de maîtriser cette violence, et pour quelques maîtres de ces public schools, le sport apparaît comme un levier à la fois de discipline et de moralisation. Alors, le sport, ce n'est pas seulement le football ou les footballs, c'est aussi bien l'aviron, l'athlétisme, le cricket. Enfin, je vous renvoie aux travaux déjà anciens de James Mangan, qui avait travaillé sur l'athlétisme à l'époque victorienne, dans ces écoles victoriennes et édouardiennes. Donc ça date de 80 déjà. Et ces sports participent à la construction, comme vous l'avez dit, d'une nouvelle masculinité, la new manliness, qui va de pair avec les transformations de la société victorienne finalement. Parce que qui trouve-t-on dans ces public schools? On trouve bien sûr les enfants de la noblesse, les fils de la noblesse, mais on trouve aussi les fils
des plus riches bourgeois des villes, de ces nouveaux entrepreneurs, et puis également les fils de la gentry des campagnes. Donc c'est un amalgame qui se retrouve là, et c'est à cet amalgame qu'il revient de diriger le pays à la fois dans le cadre politique, démocratiquement, mais aussi de construire la société industrielle qui est en marche, à la fois en inventant, en investissant, en gérant l'activité économique, et puis aussi, et on le verra sur la fin du siècle, de diriger l'empire. Donc c'est une nouvelle façon d'être anglais, d'être l'élite anglaise qui se forge à ce moment-là dans les public schools, et le sport contribue à cette nouvelle façon. C'est d'ailleurs un cricketeur qui en parle très bien, à la fin du siècle, en 1897, au moment du jubilé de la reine, au moment du jubilé de Victoria, un cricketeur anglais, Ranjit Singh, qui est anglais et indien, écrit un livre du jubilé, le Jubilee Book of Cricket, dans lequel ce prince héritier d'une principauté indienne, le Nawanagar, considère que le sport, et en particulier le cricket, doit être l'outil à privilégier dans la constitution d'une élite impériale. Oui, ça, je trouve aussi dans la série, ça se remarque bien. Déjà, le nom du club, les Old Etonians, ce ne sont plus des élites en formation, ce sont déjà des élites qui participent au pouvoir, vous l'avez dit, hein, Kinnaird est le fils d'un des très grands banquiers, et c'est intéressant parce que c'est un moyen pour ces élites de se retrouver entre eux et de pratiquer un sport, un moment, quelque chose qui leur permet de montrer en quoi ils sont une élite. Oui, c'est d'ailleurs des anciens étudiants également de rugby qui rédigent le premier règlement de football en 1845. Le rôle des anciens, il est fondamental. Les Old Etonians, comme vous l'avez dit, ce sont bien des anciens élèves d'Eton. Et ça permet de montrer non seulement que le football aide au gouvernement des corps. On va reprendre une expression de Norbert Elias qui avait pas mal travaillé là-dessus. Donc sous la forme d'une excitation contrôlée et modérée, eh bien, on gouverne, on modère les corps, mais le football devient aussi un lieu de sociabilité des anciens d'une école. En fait, pour ces hommes, être un gentleman, c'est à la fois avoir appris à l'être dans ces public schools et fréquenter ces semblables qui vous reconnaissent comme leur père. Le football contribue à cette fréquentation. Alors vous l'avez évoqué François, hein, petit à petit donc dans les public schools, chaque public school développe son règlement, j'allais dire quasiment intérieur pour pratiquer un sport, mais là on arrive, et c'est ce qu'on voit au début de cette série, on arrive à un moment où petit à petit il va y avoir une règle qui va être partagée par un nombre de plus en plus important de personnes. Oui, alors la fixation des règles est une histoire assez longue. Hein. Chaque école a en effet sa propre durée de rencontre, sa propre taille de terrain. Les gestes violents sont plus ou moins acceptés selon les écoles. Le handling game est encouragé, je vous l'ai dit, à rugby. Le kicking game, le jeu au pied, est encouragé à Eton ou à Westminster. Et à un moment, en 1848, les anciens de plusieurs public schools se retrouvent à Cambridge. Alors on y trouve des représentants des anciens élèves d'Eton, de rugby, mais aussi de Winchester, d'Harrow, de Shrewsbury, donc plusieurs grandes public schools qui se retrouvent à Cambridge et qui rédigent les codes qui codifient certains éléments du football, ce qu'on appelle les Cambridge Rules, le règlement de Cambridge. Et ce n'est pas le seul règlement qu'on trouve à l'époque, à cette période. Hein. Il y en a en fait plusieurs dans les années 1840-1850. Mais l'unification du jeu ne devient urgente qu'à partir du moment où il y a des rencontres entre les équipes de public school. Tant que les rencontres sont rares, il n'y a pas d'urgence. Et c'est la possibilité de la rencontre qui oblige à fixer des règles communes, ne serait-ce pour des détails, des détails qui nous semblent essentiels aujourd'hui, pour unifier la largeur des buts. À Eton, les buts font 3,35 m, c'est 11 pieds. À Harrow, ils font 3,66 m, c'est 12 pieds. Voilà. Donc, véritablement, quand est-ce qu'on considère qu'est né le football moderne, François ? Alors, dans ce mouvement, un texte est important, c'est un texte qui paraît en 1862 par un ancien étudiant de Cambridge, Thring, qui émet l'idée d'une uniformisation dans un livre qui paraît, donc The Simplest Game, le
jeu le plus simple. Et finalement, ça débouche sur des réunions de représentants de plusieurs clubs, 11 clubs autour de Londres. La première réunion a lieu le 26 octobre 1863 à Londres, dans la Freemasons Tavern. Et ces représentants des 11 clubs s'entendent sur l'idée d'une uniformisation des lois du jeu et sur la nécessité de créer une instance de contrôle de l'application de ces lois du jeu, qui donc naîtra un petit peu plus tard, le 8 décembre, et ce sera la Football Association. Cela ne s'est pas fait calmement dans un mouvement d'uniformité, d'unanimisme extraordinaire. Au contraire, les sujets de friction sont très nombreux, les séances peuvent être particulièrement houleuses, et l'usage du hacking, par exemple, est fortement questionné, fortement interrogé. C'est l'objet de polémiques. Faut-il ou non autoriser le coup de pied dans le tibia ? Ça a l'air pour nous évident qu'on doit éviter ce coup de pied, mais derrière cela, c'est toute une image, un ensemble de valeurs qui peut être véhiculé par les tenants du coup de pied. C'est l'idée qu'on se fait de la virilité, mais c'est aussi l'idée qu'on peut se faire de la possibilité de la promotion du jeu. Finalement, les adversaires du hacking l'emportent. La fin de ces réunions, l'avocat Ebenezer Morley, qui est capitaine d'une des équipes, capitaine de l'équipe de Barnes, devient le secrétaire général de la nouvelle fédération, de la fédération qui voit le jour, et les grands partisans du hacking, eux, partent de cette fédération, on refuse de faire partie de cette fédération, on les retrouvera 8 ans plus tard lors de la création de la Rugby Football Union, ce qui marquera la rupture effective entre ces deux footballs, celui du port de la balle à la main et celui du jeu au pied. Et ce qui est intéressant quand on relit les 13 articles, ils sont très succincts, ces articles de 1863, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il reste encore beaucoup de choses à définir, à régler, que tout n'est pas réglé en décembre 1863 quand la dernière réunion se tient. Par exemple, deux éléments qui nous semblent évidents pour nous, c'est le nombre de joueurs et la durée de la partie. Ces deux éléments sont absents des articles de 63. Pour le nombre de joueurs, en fait, il faut attendre 1871 et la naissance de la FA Cup qui va fixer le nombre de joueurs à 11 par équipe. Et quant au nombre de minutes, quant au temps du match, il faut attendre 1877 pour voir apparaître l'idée d'1h30, d'1h30, le chiffre de 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, arrivera un petit peu plus tard encore. Donc ce qui est intéressant aussi de voir dans cette série The English Game, c'est cette partition, on va dire, dans ces débuts du football, entre un football qui est, vous l'avez présenté, né dans une élite, et puis celui qui va être pratiqué par les ouvriers. Alors il y a une distorsion entre les deux, entre une certaine éthique de l'amateurisme qui est promue par les bourgeois, et puis petit à petit, chez les ouvriers, une volonté quasiment de professionnalisation. C'est ce qu'on revoit là. Alors j'imagine bien, François, qu'il n'a pas fallu attendre 1863 pour que les ouvriers se mettent au football. Non, tout à fait. En fait, on a des traces de la pratique populaire du football dans le nord de l'Angleterre, au moins dès les années 1850, en particulier dans les Yorkshire autour de Sheffield, où une pratique réglementée voit le jour, et on a un club qui naît vers 1855, c'est le Sheffield Football Club, et puis un règlement, le Sheffield Rules, qui est rédigé en 1856. Donc ça montre qu'il y a bien un goût pour un sport institutionnalisé, pas seulement des jeux traditionnels, dans des couches populaires qui se développent à l'écart des public schools. D'ailleurs, en 1873, 10 ans après l'adoption des articles de la Football Association, en 1873, donc il y a encore un quart des clubs qui obéissent aux lois du Sheffield Rules et non pas à celles de 1863. C'est ce qui permet, cette pratique institutionnalisée, c'est ce qui permet, d'après Richard Holt, donc c'est un grand historien anglais du sport, c'est ce qui permet probablement le succès, le développement du succès du football dans le milieu ouvrier.
Si en fait le football plaît aux couches populaires, c'est pas parce que il y a un ruissellement d'une mode venue d'en haut. Hein. C'est plutôt parce qu'il y a un embryon d'organisation sportive dans ces régions-là et qu'on est déjà habitué à pratiquer ce sport-là avant même de se confronter à des équipes des public schools ou à des équipes d'anciens des public schools plus exactement. À nuancer cependant sur un point, les membres du Sheffield FC, ce ne sont pas des anciens élèves d'Eton ou de Westminster ou de Rugby, mais pour un tiers d'entre eux, ce sont des anciens élèves de la Sheffield Collegiate School, qui est une école privée d'un certain prestige quand même. Donc, ceux-là même qui représentent une élite sociale dans la région, dans le Yorkshire. Et cela contribue en plus à mettre en place les lois du jeu de 1863, puisqu'ils envoient une contribution au débat et ils s'opposent très fortement au hacking. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé en regardant cette série, c'est qu'on voit que dans le monde ouvrier, il y a des lieux pour lesquels le football est important. Alors, je pense notamment bien sûr à l'usine, hein, vous l'avez dit en introduction, c'est l'usine de coton de James Walsh qui est au cœur de la création de l'équipe de Darwen. Et puis, on voit aussi que le lieu important à Darwen, avant les matchs ou après, c'est le pub. Alors, je crois qu'il n'y a pas que ça, mais ces lieux-là jouent quand même un rôle important dans le développement du football. Oui, il y a certainement 3 pôles de développement du football à retenir. Il y a d'abord celui qu'on ne voit pas dans la série, qui est l'église, ou les églises. C'est un des pans importants aussi de la réforme des public schools. Hein. On porte là des ambitions religieuses derrière cette réforme. Et l'Angleterre est marquée par le mouvement des Muscular Christians, des chrétiens musculaires, qui se développent dans le cadre de cette réforme, mais aussi en dehors des public schools, et les institutions ecclésiastiques peuvent être à l'origine de la création de plusieurs clubs. Encore à l'heure actuelle, on a un certain nombre de clubs anglais connus qui ont été créés par des églises. On a Aston Villa à Birmingham, qui est créé en 1874. On a encore plus connu aujourd'hui, en 1878, la création d'Everton, du club d'Everton à Liverpool. Le club d'Everton, au départ, s'appelait San Domingos, c'est-à-dire le nom de la paroisse méthodiste qui crée le club, qui est à l'origine de cette création. On a Manchester City, qui est encore plus connu, créé en 1880, et qui, lui, ce club est fondé par les anglicans de la paroisse Saint-Marc. Donc l'église est un pôle fondamental dans la diffusion populaire du football. Ensuite, on a, comme vous l'avez dit, l'usine. L'usine, ça on le voit très bien dans le film, c'est au cœur même du film. Alors pourquoi créer une équipe de football dans l'usine? Parce que ça permet d'entretenir un esprit, ou de mettre déjà en place un esprit d'usine, un esprit d'entreprise, une forme d'appartenance à un réseau économique et social qui s'appelle l'entreprise, qui s'appelle l'usine, et ça permet également de créer du lien entre les employés. C'est un véritable réseau de sociabilité. Le club participe à ce réseau-là. Et beaucoup de clubs voient le jour autour de l'usine dans le dernier quart du 19e siècle. Alors certains sont créés par les employés eux-mêmes, c'est le cas à Manchester United, lorsque les employés d'une compagnie de chemin de fer créent en 1878 ce club. D'autres sont le fait du patronat local, et c'est en particulier le cas des 2 clubs ouvriers de English Game, le Darwen FC, donc créé et dirigé par James Walsh, et le club de Blackburn, initié par John Cartwright. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Un troisième pôle, en effet, le pub. Alors, c'est une situation un peu complexe pour le pub, parce que le pub peut en effet servir de vestiaire. C'est là où l'équipe entrepose le matériel, les maillots, les ballons. Ça peut servir également de lieu de rencontre des joueurs, mais également, on va dire des supporters déjà, on peut déjà dire des supporters, et puis le lieu de retrouvailles après le match. C'est là où finalement on refait le match après coup. Ça c'est probable, c'est certain, bon. Mais les relations entre le pub et le football peuvent être aussi conflictuelles, hein, ce que montrent Tony Collins et Ray Ramplugh, donc d'autres historiens anglais du sport. Un exemple, en 1883, dans cette fameuse ville de Blackburn, un propriétaire de pub se plaint parce que le succès du football fait que son établissement est vidé quasiment tous les samedis après-midi.
Donc oui, ça c'est véritablement au cœur, on le voit aussi, ce développement du spectacle, et on voit bien dans cette série un petit peu le passage du rituel de classe, de cette classe supérieure qui participe entre elles à véritablement le développement du spectacle avec l'apparition des premiers, vous l'avez dit, professionnels. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur la porosité des rituels de la haute société anglaise, comme on peut le voir dans la série, et ceux du football? Comment ça se passe? Alors, en effet, comme vous l'avez dit, il y a clairement une identité de classe qui apparaît dans cette série. Les joueurs des Old Etonian, on comprend bien qu'ils ont reçu une éducation commune. Non seulement ils l'ont reçue, mais en plus ils l'ont reçue ensemble, en même temps. Et donc les codes de la vie bourgeoise et ceux du jeu, parfois, dans la série, semblent s'entremêler. Il y a également les réunions de la fédération. Elles ne sont pas sans ressembler à certaines réunions de conseil d'administration, particulier de la banque de Lord Kinnaird ou du cartel des entrepreneurs textiles du Nord. Donc on a quelque chose qui relève en effet des rituels de la haute société. Ça s'explique entre autres par le fait que ce sont des anciens des public schools qui fondent la Football Association en 1863. Et ce côté bureaucratique, il est essentiel à la diffusion du football. C'est peut-être un des mérites d'ailleurs de la série que de montrer, que de pointer cela. Dans notre société du spectacle, on a souvent tendance, avec une vision présentiste, à penser que le football se résumerait juste au match, voire juste au seul but marqué. En fait, on comprend bien la complexité de la société du ballon rond dès lors qu'on fait attention à cette bureaucratie qui obéit au code de la haute société, qui est à même de sortir pour autant ce football de la pratique de classe, même si c'est au prix de discussions houleuses. Et par exemple, en 1863, le nombre de joueurs n'est pas encore fixé, la durée de la partie n'est pas encore fixée. À ce moment-là, ce sont encore les deux équipes qui s'entendent, les capitaines des deux équipes, qui, à l'occasion du match, s'entendent sur la durée ou sur le nombre de joueurs qu'il y aura dans chacune des équipes. Dès lors que la fédération choisit de fixer les règles, on sort de ce principe du gentleman agreement, qui lui-même est très, très symbolique des valeurs de la haute société, pour aller vers des normes plus conformes à l'idée qu'on peut se faire d'une démocratie et d'un état de droit. Alors, ce que j'ai trouvé moi aussi très important dans cette série, c'est de voir le rôle des acteurs, vous l'avez dit, et pas seulement des joueurs, celui aussi des dirigeants. Alors, vous avez évoqué le nom des patrons, Walsh ou Cartwright, que l'on voit pour les clubs de Darwen ou de Blackburn. Et ça, la série montre bien comment ces gens-là ont joué un rôle clé dans le développement de ce sport. Oui, il n'y a pas de football sans footballeur, d'accord, mais il n'y a pas non plus de football, ou en tout cas pas beaucoup, sans dirigeants. Et ça, la série le montre en effet assez bien. Alors parfois, joueurs et dirigeants ne font qu'un, ce qui apparaît clairement avec l'exemple des Old Etonian, avec l'ensemble des clubs des anciens de public school. L'équipe, c'est alors l'expression, on pourrait dire, d'une isonomie subsistante, héritée de l'éducation commune, qui ne cache pas toujours très bien les tensions internes, ni les inégalités entre pairs, mais au moins il y a la volonté isonomique. Et à l'inverse, les deux clubs du Nord, dont il est fortement question dans la série, Darwen et Blackburn, sont dirigés par des hommes extérieurs au terrain. C'est dans les deux cas des patrons de filature. Les motivations de l'un et de l'autre diffèrent sensiblement. Darwen, James Walsh, semble vouloir un football pour rendre ses ouvriers heureux. Le cartel textile l'oblige à baisser fortement les salaires, mais c'est pas grave, il y a l'équipe de football. À cette conception paternaliste répond une vision d'homme du spectacle, d'homme de spectacle, peut-être un peu moins noble. À Blackburn, avec Cartwright, l'équipe est finalement faite pour créer du spectacle et pour en tirer un profit entre autres financier. Mais quelle que soit la motivation, ce ne sont pas les joueurs, ce ne sont pas des joueurs, ce sont des dirigeants extérieurs, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui organisent les rencontres en trouvant un adversaire, en fixant un calendrier. Ce sont eux qui attirent également les joueurs les plus talentueux. C'est une des intrigues essentielles de la série. Fergus Sutter et Jimmy Love sont deux Écossais de parti, donc dans la banlieue de Glasgow, et s'ils viennent à Darwen,
ce n'est pas seulement pour travailler dans l'usine de Darwen, mais c'est avant tout parce que le patron de l'usine les paye pour jouer dans l'équipe de Darwen, en même temps qu'il leur donne un emploi. Et de même, Fergus Sutter se retrouve dans l'équipe de Cartwright à Blackburn, rejoint bientôt par Jimmy Love, uniquement parce que Cartwright lui fait une meilleure offre que ce que faisait James Walsh. Donc on a bien deux types de direction de l'équipe dans la série. Une qui apparaît, disons, noble, ou dotée de vertus, celle entre semblables, une vision presque démocratique, mais les semblables de quelle caste, et puis celle issue de rapports de domination sociale. Dans les deux cas, que ce soit des clubs ouvriers ou des clubs d'anciens des public schools, c'est une élite non ouvrière qui dirige ce sport. Alors ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, qu'on voit dans les 3 derniers épisodes de la série, c'est véritablement le moment où le football change de dimension, de nature, ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on voit, ce n'est plus simplement une simple confrontation entre deux équipes, ça devient un spectacle et on voit que les foules sont de plus en plus présentes dans ces parties de football. Ah oui, la foule est partie prenante du spectacle qui est en train de se jouer, mais il faut souligner que ne fait peut-être pas suffisamment la série, et c'est Paul Dietschy qui le rappelle, cette foule, elle est surtout masculine. Le football, c'est une activité d'hommes à l'époque, comme acteur ou comme spectateur. Heureusement, cela a bien changé, mais à l'époque, c'est une activité très masculine. Cette foule, elle est essentielle parce qu'elle encourage, plus ou moins bruyamment, plus ou moins violemment aussi. On a une scène de bagarre entre Darwen et Blackburn à un moment, elle tient même une place très importante, cette scène. Cette foule, elle encourage également parfois à distance, puisqu'elle suit les exploits de son équipe lorsqu'elle ne peut pas suivre ses déplacements. Et à cet égard, le télégraphe électrique est fondamental, ça permet de diffuser rapidement les résultats. Et puis elle motive dans les moments de doute, dans les moments de grève. Il apparaît dans la série l'idée que c'est pour elle que les joueurs jouent, que les footballeurs jouent. Ce sont les supporters qui portent la nécessité du jeu parce qu'ils n'ont que cela pour oublier la misère de leurs conditions. Alors un autre élément qui est important de cette mise en spectacle, au-delà de la foule, et parallèlement à l'organisation du football, c'est le stade, ou plutôt le terrain. Le football qui obéit à des normes de pratique sur un terrain fermé, délimité comme étant ce terrain de jeu, il n'est pas le jeu traditionnel qui se développait, qui se jouait dans les rues ou sur la place du village. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce qu'il est spectacle suivi par une foule, il faut aussi des espaces pour accueillir cette foule. Alors, des espaces qui peuvent être très rapidement des gradins, couverts ou non, plus ou moins bien placés, et à partir de cela, on pourra avoir une ségrégation du public, une ségrégation sociale au sein du public, puisque les tickets ne coûteront pas la même chose en fonction qu'on est assis, qu'on est protégé de la pluie ou qu'on reste à regarder le match debout. Et puis, la compétition prenant une place croissante dans ce spectacle, les investissements se faisant de plus en plus lourds, il faut également gagner en qualité de jeu et en qualité de spectacularisation. Donc cela pousse à un entraînement accru, un entraînement régulier, adapté aux conditions climatiques. Et il y a une scène où Fergus Sutter démontre à James Walsh que la balle n'a pas le même poids selon qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, comme il peut pleuvoir au nord de l'Angleterre. Donc c'est aussi un élément essentiel, et puis ça pousse également à une amélioration du terrain. Cartwright se vante ainsi d'avoir fait niveler le terrain pour améliorer le jeu. Enfin, un dernier élément qui participe également de cette mise en spectacle et qu'on aperçoit à la merci d'un personnage, c'est l'idée qu'il faut des équipements spécifiques. En l'occurrence, dans la série, des maillots de football. Cela peut être interprété à la fois sous l'angle économique. C'est une industrie qui naît, qui se développe pour répondre aux besoins d'entreprises de spectacle que sont les clubs. On peut l'envisager sous l'angle des représentations. C'est l'identification d'un groupe à un maillot qui n'est qu'un bout de tissu et à des couleurs qui représentent le club. Et puis on peut l'interpréter également de façon, disons, plus anthropologique, avec le développement entre autres du goût pour les rayures, souligné là aussi par Paul Dietschy, qui est une mode de l'époque. L'équipement, d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est un sujet
plus largement le champ d'histoire économique du football, c'est un sujet qui manque encore de recherche, en tout cas en France, pour l'instant, même si on sent un léger frémissement ces derniers temps pour la question. Alors, vous venez de parler d'un élément essentiel qui est l'équipement, et c'est vrai qu'on le voit apparaître dans la série. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est l'apparition des premières vedettes, des premières stars. Alors, c'est centré sur 3 personnages, on va dire, à la série, hein, Kinnaird, Jimmy Love, et surtout Fergus Sutter. Oui, alors en fait ce qui est intéressant c'est de bien comprendre que cette célébrité elle ne s'exerce qu'à l'intérieur du monde du football. Un joueur est réputé, reconnu comme étant de qualité, ou à l'intérieur d'une société qui est quand même très locale. Fergus Sutter qui est la star à Darwen, hein. On va pas trop au-delà, sauf dans le milieu du football. Moi la vedette qui m'intéresse ici c'est surtout Jimmy Love, parce que Jimmy Love en fait on perd sa trace, il a existé, mais on perd sa trace en 1880. Dès lors qu'il ne joue plus, on ne sait plus qui il est, on ne sait plus où il est, on ne sait pas ce qu'il devient. Et ce silence, il est intéressant parce que ça veut dire que derrière la célébrité, il n'y a qu'un fil qui est celui de la pratique du jeu. Un joueur, un footballeur n'est célèbre qu'à partir du moment où il est sur le terrain, s'il ne fait pas partie d'une société, une haute société qui le rendra célèbre. On ne parle de lui que parce qu'il joue. Et sauf dans de très rares cas, finalement, il retourne très vite dans l'oubli une fois ce terrain quitté. Alors pour Jimmy Love, parenthèse quand même, on le retrouve Jimmy Love, mais dans les archives qui n'ont rien de footballistique, qui ne sont pas liées au sport. Ce sont les archives militaires, puisqu'il s'engage dans la marine en février 1880. Et puis 2 ans plus tard, il décède d'une forte fièvre, dans un hôpital militaire en Égypte. Il n'a que 24 ans en 1882, donc il n'a jamais joué en 1883, il n'a pas pu assister à la finale de 83. Donc justement, j'aurais aimé qu'on revienne sur une chose que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est cette notion de scrum. Donc peut-être que les rugbymen connaissent beaucoup mieux aujourd'hui, c'est une notion de mêlée, mais que l'on voit dans la série qui peut choquer aujourd'hui ceux qui pratiquent le football, puisque cette notion de mêlée où il y a un véritable corps à corps entre les participants, c'est totalement exclu aujourd'hui dans les règles actuelles. Oui, alors le scrum, ça permettait de s'amuser. Or, l'amusement, il est au cœur du jeu de football, du sport football au sein des public schools. Ce jeu-là, il est marqué par le scrum, comme vous le dites, mais il est aussi marqué par l'art du dribble. C'est un autre élément, ça, une pratique qui permet à certains joueurs finalement de se démarquer, de se montrer un petit peu. Et Norbert Elias et Eric Dunning ont pu interpréter ce geste-là comme étant le témoignage d'une des tensions qui penchaient en faveur d'un terrain individuel. Ce qui compte, c'est de s'amuser. C'est pas la victoire de l'équipe, donc autant se montrer quand on s'amuse dans ce cas-là. L'amusement personnel, la mise en lumière personnelle, elle compte beaucoup, et l'esprit d'équipe, on le retrouve davantage dans le collectif de la mêlée. La confrontation, et en particulier dans le cadre de la compétition qui est la FA Cup, qui sert de décor finalement à The English Game, cette confrontation, elle explique en partie le renversement de ces tensions. On n'est plus dans le cadre du succès personnel, de l'amusement personnel, on est dans le cadre de la recherche du succès collectif. L'objectif désormais, c'est que l'équipe gagne. Et pour qu'une équipe gagne, il faut que les joueurs jouent ensemble. La mêlée, bien sûr, c'est une vision du collectif, mais c'est avant tout un héritage de ces public schools. Et on donne même comme exemple dans la série le Little Wall Game, avec ces joueurs qui sont totalement agrippés au mur de l'enceinte de l'école. Mais la concentration du collectif, la concentration des joueurs, c'est pas toujours la meilleure alliée de la victoire. Parfois, il faut savoir s'éloigner les uns des autres pour gagner. Il faut presque se confiner sur le terrain et éviter les contacts pour pouvoir développer son jeu. Et c'est à ce moment-là que le jeu de passe prend tout son intérêt. Ce jeu de passe, il est particulièrement populaire et très pratiqué dans les équipes écossaises. C'est même le jeu qualifié presque de jeu écossais, ou réputé comme étant le jeu écossais. Mais il serait faux de penser que ce jeu de passe, il n'est pratiqué que là. Dans les équipes du Sud, on le voit, avant même les années 1880, assez souvent pratiqué, cela depuis une réforme du jeu en 1866. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réforme qui permet un hors-jeu avec 3 joueurs entre le but et le premier attaquant adverse,
qui facilite la possibilité des passes. Et ce qui était presque amusant, c'est que le jeu de passe, il est pratiqué en particulier par les Royal Engineers, qui est le club de Francis Marindin dans les années 1870. Marindin qu'on retrouve comme dirigeant principal de la fédération dans la série, et on ne le voit pas vraiment du côté des équipes ouvrières, loin de là. Alors c'est vrai que la participation des équipes ouvrières, qui sont moins fortes physiquement, qui ne sont pas habituées au combat des mêlées par exemple, ça se traduit par une pratique plus étendue de la passe. Et la passe, elle a comme intérêt, comme avantage, de faire jouer à 13 au lieu de 11. Et on gagne 2 partenaires avec le jeu de passe. On gagne le ballon et le terrain. Parce que le ballon, on a une expression qui est courante encore aujourd'hui dans le monde du football, c'est faire vivre le ballon. C'est avec le jeu de passe que cette expression prend tout son sens. Finalement, le ballon, il doit bouger davantage que le joueur lui-même. Et le jeu de passe permet au ballon de bouger davantage que le joueur. Et puis le terrain, parce que le jeu de passe permet véritablement de faire une géographie du terrain de football en mettant en place des schémas tactiques de plus en plus complexes. Et le schéma tactique qui s'impose dès les années 1870 en Écosse, puis en Angleterre et en Grande-Bretagne en général, et ensuite sur le continent, c'est le 2-3-5 avec 2 arrières, 3 inters, 3 demi et 5 attaquants, ce qui va rester jusqu'au milieu des années 1920 comme étant le stéréotype du jeu de football. Alors il y a un acteur, j'allais dire, qu'on a un peu évoqué jusqu'à présent, c'est le titre de la série. Pourquoi, François, a-t-on appelé cette série, d'après vous, The English Game? Alors est-ce que ça n'a pas un rapport, ce titre, au passage que l'on voit dans la série de ce sport d'élite, comme on l'a évoqué, à ce sport spectacle qui est pratiqué par, on va dire, une partie importante de la société anglaise? Alors je pense que c'est lié au fait que 2 parties de la société qui sont pourtant très opposées, les public schools, l'élite des public schools d'un côté et puis le monde ouvrier de l'autre, se retrouvent finalement avec une passion commune. Je pense que le titre vient quand même de là, mais c'est aussi peut-être le jeu de l'Angleterre, que l'Angleterre donne au monde. Et ça me rappelle un titre d'un ouvrage, Rendez-nous notre ballon, un ouvrage anglais, qui justement rappelle que l'Angleterre a créé un grand nombre de sports modernes. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a un tournant avec la création de la Coupe de football, de la FA Cup, en 1871. Cette coupe, elle sert de décor à la série, à la mini-série, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est l'idée d'un ancien élève de Harrow qui s'inspire d'une compétition qui avait lieu dans son école et qui repose sur le principe de l'élimination directe. Dès lors qu'il y a élimination directe, il y a un enjeu qui est créé pour chacune des rencontres, puisque chaque rencontre risque d'être la dernière. Et donc, chaque équipe engagée dans la compétition gagne à avoir ce type d'enjeu, à avoir ce type de rencontre. Ça attire des foules, par exemple. Il faut prendre aussi en compte le principe qui prévaut dans une telle compétition. Désormais, ce n'est pas la réputation, mais le mérite. On démontre le mérite, et là encore, Paul Dietschi en parle très bien. La naissance de la FA Cup, elle s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui des ministères Gladstone, et qui, au même moment, autour de 1869-74, démocratise l'armée, démocratise l'église établie, démocratise l'administration, sur la base du mérite. Et ce mérite, c'est quasiment le leitmotiv, la raison d'être du self-made man. Or, le self-made man, c'est le prototype de la société victorienne. On est vraiment dans une inscription du football dans un cadre social plus large. Un autre contexte qu'il faut prendre en compte, c'est aussi du côté des milieux populaires, la loi de 1874. En 1874, le temps de travail est limité le samedi à 6h30. Ça permet de mettre fin à une pratique, c'est la pratique du Saint-Lundi, où les ouvriers buvaient tellement le dimanche qu'ils n'étaient pas en état de prendre leur poste le lundi à l'usine. Donc ça permet bien sûr de régler cet alcoolisme militant, mais ça permet aussi de libérer du temps le samedi après-midi. Du temps pour jouer, du temps pour regarder.
cette coupe, elle permet aussi la rencontre de milieux sociaux différents, d'où le titre, à mon sens, d'où une partie, en tout cas, du titre de la série. En 1883, lors de la demi-finale entre Blackburn Olympic et les Old Carthusians, il y a un journal du Nord de Manchester qui parle, par exemple, de la lutte entre les plébéiens et les patriciens. Donc on a vraiment ces rencontres entre deux sociétés, mais rencontres également géographiques. C'est l'occasion de confrontations géographiques entre des équipes venues de comtés différents, donc découvrant des comtés et finalement une inscription matérielle dans le territoire anglais. Et The English Game évoque à plusieurs reprises cet aspect géographique entre le sud de la bonne société londonienne et le nord des usines. L'organisation de la coupe, elle incite à la création d'associations un peu partout dans le pays. Donc, elle participe du maillage par le football du territoire anglais, ce que le rugby ne connaît pas finalement. Au milieu des années 1880, la quasi-totalité des comtés anglais étaient organisés en associations qui servaient de réseaux locaux, de relais locaux à la fédération, à la Football Association. Donc ça, c'est important aussi pour comprendre la diffusion sur l'ensemble du territoire anglais. Dès lors que c'est diffusé, dès lors qu'il y a ces compétitions, dès lors qu'on doit donner une motivation compétitive aux rencontres, très vite, je vous l'ai dit, on s'oblige à un entraînement régulier. Et en creux aussi, il y a la question de l'adoption par les uns des valeurs des autres, et en particulier les valeurs de la haute société par les milieux populaires. À la fin, dans le dernier épisode, on voit un moment qui montre bien cela. Un joueur de l'équipe de Hull Daytonian est blessé, ce qui oblige ses partenaires de finir le match à 10 joueurs seulement, puisqu'il n'y a pas de remplacement possible, et des prolongations finalement ont lieu, parce qu'on est à un score nul. Alors on aurait pu rejouer le match, mais les deux capitaines s'entendent pour qu'il y ait prolongation, et le capitaine de l'équipe de Blackburn, donc Fergus Sutter, décide de sortir un de ses partenaires du terrain pour que les deux équipes, dans le cadre des prolongations, soient finalement à égalité, en tout cas en termes de nombre de joueurs. On peut y voir un beau geste de la part de l'ouvrier qui est Fergus Sutter, mais ce geste-là, il a déjà été commis quelques années plus tôt par Francis Marindin, donc le fameux dirigeant de la fédération anglaise, peu aimable et peu avenant dans la série. Francis Marindin, qui était capitaine des Royal Engineers, sort lors de la finale de la Coupe contre les Old Etonians. On a là donc un geste qui finalement est un geste de la haute société, un geste de fair play, qui est repris par le monde ouvrier. Et donc François, justement, quand on voit ce côté-là, on voit une vraie opposition dans la série entre une volonté du maintien de l'amateurisme qui est plutôt promu par donc les bourgeois, on va dire, hein, les Old Etonians, et puis l'adoption du professionnalisme. C'est vraiment une intrigue au cœur de la série, et il y a d'ailleurs une volonté on va dire, d'évincer le club de Blackburn quand les dirigeants de l'association ont pu prouver que Sutter finalement était payé avec d'autres pour jouer à Blackburn. Oui, alors vous avez raison, deux conceptions fortes s'opposent. Maintenant, une petite nuance, l'adoption du professionnalisme, la quête du professionnalisme, elle est aussi le fait de milieux bourgeois, le fait des newcomers que sont Walsh et Cartwright, donc les deux dirigeants des clubs dits ouvriers. Alors, deux conceptions, on a d'un côté ces élites des public schools qui défendent à tout prix l'éthique amateur, comme disait Eric Dunning. On nomme plusieurs principes, j'en retiens que deux. Il y a probablement ce qu'on pourrait considérer comme un réflexe de classe, c'est indéniable, et la série insiste fortement sur ce point. Si on pratique le football en amateur, c'est qu'on a le temps, on a l'argent pour le pratiquer, et donc on appartient à une partie privilégiée de la société. Ceux qui n'y appartiennent pas n'ont pas à le pratiquer. Donc on a un entre-soi socio-économique évident. À cela s'ajoutent aussi des considérations plus anthropologiques. Et même Eric Dunning le montre bien. Finalement, l'éthique amateur, elle repose sur l'idée que l'on pratique un sport pour s'amuser. Et derrière cela, il y a l'idée de gratuité de la pratique autant que de loyauté au groupe et aux règles.
Maintenant, si on suit sa pensée, l'amateurisme n'existe comme système idéologique qu'en opposition au professionnalisme. Il n'existe, il ne se forge comme tel que parce qu'il y a une menace qui est venue d'en bas socialement et du nord géographiquement. La marche vers le professionnalisme s'oppose, elle, aux deux principes. Socio-économiquement, le professionnalisme entend être un moyen de la pratique sportive par des populations laborieuses. Anthropologiquement, il traduit le transfert de l'amusement à la quête du succès. Cette question du professionnalisme, elle ne naît pas directement de la pratique du football par des hommes extérieurs à la haute société. Et on le voit à plusieurs reprises dans la série, des ouvriers qui ne sont pas favorables à la pratique professionnelle du football, à l'idée qu'on puisse se faire payer par des dirigeants pour jouer. Elle est liée, cette question du professionnalisme, surtout à la pratique du football à haut niveau, à l'accumulation de matchs en jeu. En effet, il faut défrayer des déplacements de plus en plus nombreux, parce qu'on multiplie les rencontres, de plus en plus coûteux, parce qu'on sort de la seule pratique locale où au sein du comté, on va rencontrer des équipes un peu plus éloignées. Le coût de transport est toujours un peu plus coûteux, et pour rentabiliser cet investissement, il faut des joueurs qui soient en mesure de faire du spectacle. Alors, ce système de rémunération, il se met en place plus ou moins légalement, complètement illégalement, dans les années 1870, dans les clubs du Nord. En Angleterre, on parle de shame amateurism, l'amateurisme de la honte. En France, on va parler d'amateurisme marron un peu plus tard. Et cette série repose en partie sur une pratique qui est déjà courante à l'époque. C'est Newcomers, qui est patron de l'industrie textile à Blackburn ou à Darwen, patron de l'acier à Sheffield, embauche des joueurs réputés habiles, et en particulier des Écossais, adeptes de la passe. Ça, c'est quelque chose de courant. Ce qui est intéressant, même si Fergus Sutter n'est pas ouvrier, enfin pas ouvrier de l'usine, mais tailleur de pierre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a un réseau de migration, un réseau migratoire spécifique des footballeurs qui se met en place de l'Écosse et en particulier de Glasgow et Partick vers les régions de Blackburn et Darwen dans la deuxième moitié des années 1870. Fergus Sutter et Jimmy Love ne sont que deux exemples de ces joueurs transférés de l'Écosse vers le nord de l'Angleterre, ou en tout cas le Lancashire. Un mot pour finir, pour éclaircir ce club de Blackburn, le cas de ce club de Blackburn. La série l'invente. Il n'existe pas. Jimmy Love et Fergus Sutter ont bien joué à Blackburn, mais ils ont joué au sein des Blackburn Rovers. Or, l'équipe qui rencontre les Old Etonians en finale de coupe en 1883, c'est l'équipe des Blackburn Olympiques, du Blackburn Olympique. Donc, c'est pas le même Blackburn. De même, les sessions houleuses de la fédération sur le professionnalisme ne concernent bien sûr pas ce club qui est imaginaire, mais elles ont existé, elles ont pu avoir des débats assez similaires avec le cas d'un autre club du Lancashire, le club de Preston North End, qui est accusé en 1884 par un club londonien, Upton Park, de rémunérer ses joueurs. Preston est alors exclu de la coupe. Et puis quelques mois plus tard, les autres clubs du Nord et des Midlands menacent de créer leur propre association, ce qui fait de fait peser une menace sur la fédération anglaise et ce qui l'oblige à accepter la pratique du professionnalisme en 1885. Ça devient légal à partir de ce moment-là. Et dès lors que les entreprises de spectacle que sont les clubs professionnels sont reconnus, il faut qu'elles puissent produire du spectacle et ne pas se contenter d'un faible nombre de matchs importants par saison et faible nombre qui peut être réduit à quasiment néant si l'élimination est immédiate. Donc il faut déboucher sur une autre compétition, une nouvelle compétition, c'est le championnat anglais, qui voit le jour en 1888, qui aboutit à la création d'une autre structure d'organisation, non plus la Football Association, mais la Football League, dont le siège se trouve justement dans la ville de Preston. Et l'élite des public schools, elle, va peu à peu rester dans un entre-soi, se replier dans un entre-soi, ce qui fait que le professionnalisme adopté en Grande-Bretagne fait perdre en qualité et en compétitivité les équipes les plus huppées des années 1870.
Alors, vous avez bien montré, François, la dualité du titre, hein, The English Game. C'est l'idée de ce fameux jeu britannique. Alors, aujourd'hui, le football est sans doute le sport le plus populaire au monde, pratiqué que ce soit en amateur ou même en professionnel par un très très grand nombre de personnes, justement à travers la terre entière. Alors, qu'est-ce qu'il en est à cette époque-là, on va dire dans les années 1880, du football ailleurs qu'en Angleterre? Alors, on en est au balbutiement. On a bien en tête en France le club du Havre, qui est notre club doyen, soi-disant, créé en 1872, le Havre Football Club, par des Britanniques de Southampton, employés d'une compagnie de chemin de fer travaillant au Havre. Mais le football qui est pratiqué au Havre à ce moment-là, c'est un football qu'on qualifie de combination, c'est un mélange de rugby et de football. De fait, ce qu'Alfred Wahl, le grand historien du football français, notre pionnier, notre père fondateur, a appelé la greffe britannique, ça ne commence vraiment en France qu'à la fin des années 1880 et surtout dans les années 1890. Pour cela, je vous renvoie à deux autres historiens du football, Olivier Chauveau, qui a travaillé sur le Pas-de-Calais, sur l'inscription du football et sa diffusion dans le Pas-de-Calais, et plus récemment Julien Sorez, qui a travaillé sur le cas parisien, le cas de la Seine. Cela dit, l'exemple du Havre, il est quand même intéressant parce que c'est un port. Et on retrouve cette introduction du football sur le continent dans d'autres ports, par exemple à Hanovre ou à Brême. Mais ce n'est pas un pays avec littoral qui joue le rôle le plus fondamental pour la continentalisation du ballon rond. C'est la Suisse, en fait, qui est essentielle. Parce que la Suisse accueille des écoles privées à l'anglaise, sur le modèle anglais. C'est un lieu de villégiature privilégié pour la haute société victorienne. Et dans ces écoles à l'anglaise, on trouve la jeunesse anglaise, mais on trouve également la jeunesse venue d'un peu tous les pays d'Europe, venue des élites européennes. Et finalement, c'est de là que se diffuse le goût du football sur le continent. Et ces Suisses d'adoption vont ramener le football avec eux en même temps qu'ils quitteront l'école privée en Suisse. De même que les Suisses expatriés, qu'on retrouve un peu sur tout le continent, jouent un rôle important de vecteur de diffusion du foot dans les 15 dernières années du 19e siècle sur l'ensemble de l'Europe. Oui, puis après, je pense qu'à travers l'Empire britannique, puis au-delà, il y a une diffusion mondiale dans les dernières années du 19e siècle. Oui, alors qu'on soit clair, pour l'Empire britannique, le football fait bien sûr partie du système colonial général, du système sportif colonial, mais ce n'est pas du tout le sport de prédilection de l'Empire britannique. Le sport de prédilection, c'est probablement le cricket, éventuellement le rugby, que l'on retrouve sur l'ensemble des dominions. Il n'empêche qu'il s'implante quand même dans ces colonies, avec une pratique qui est sporadique, mais on trouve par exemple des soldats et des colons anglais qui jouent au football dans les années 1880 en Égypte. Cette implantation, elle est quand même avant tout le fait, comme en Suisse, du système éducatif. Je vous ai parlé tout à l'heure de Ranjit Singh, le cricketeur indien. Il est initié en Inde, justement, dans son collège, au sport qui va faire sa gloire, au cricket, et il rejoindra ensuite Cambridge. Le football, quand il est adopté par les Dominions, il l'est surtout dans une forme adaptée. On peut penser au cas de l'Australie, qui crée son propre football avec un mélange de football association, de football rugby et de football gaélique. Pour ce qui est de la diffusion mondiale du football hors colonie britannique, on est toujours dans des vecteurs semblables finalement. C'est avant tout des expatriés britanniques qui jouent, comme au Havre, et on a quelques années avant le Havre la création du Buenos Aires FC en 1867, mais qui très vite en fait tourne, là encore après avoir pratiqué une combination, tourne au rugby, qui choisit le rugby, et puis finalement c'est le système éducatif avec ces écoles anglaises créées par un professeur écossais en Argentine qui sert de lieu de diffusion du football. Et pour ce qui est de l'Uruguay ou le Brésil, là encore, on a à la fois des créations par les écoles et par les expatriés. Alors justement François, parce que ce qu'on voit dans la série, on est à un moment où on passe d'un sport d'élite à un sport qui est pratiqué par une grande partie de la société. Comment ça se fait finalement que ce soit ce sport qui soit devenu aussi extraordinairement pratiqué dans le monde ? Alors, c'est d'autant plus étonnant
qu'il y a une très grande proximité en fait entre le football et un autre sport, le cricket, dont j'ai quand même pas mal parlé déjà. On a beaucoup de clubs qui, en Angleterre, pratiquent les deux sports, parfois avec les mêmes joueurs, de fait, les deux sports adoptent une répartition saisonnière de la pratique. Le cricket, c'est le sport d'été, et ce depuis la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle. Il reste l'hiver pour jouer au football. C'est probablement en partie de cela que vient le calendrier actuel du football, avec une saison qui commence en fin d'été et qui s'achève à la fin du printemps suivant. Donc il y a une vraie porosité, et la série fait cas de la porosité, puisque on a certains matchs, les finales de la Coupe, qui se jouent au Kennington Oval, qui est un des grands terrains de cricket du sud de Londres, si ce n'est le grand terrain de cricket du sud de Londres. Alors pourquoi le cricket ne s'implante-t-il pas de la même façon que le football ? Déjà, on n'a pas les mêmes temporalités. Le cricket est installé de façon plus ancienne que le football dans la société anglaise. Donc peut-être qu'il n'y a pas l'idée de diffuser ce qui appartient véritablement déjà aux Anglais, à la société anglaise. Par ailleurs, il y a des règles du jeu qui sont sensiblement différentes. Le cricket est un sport aux règles relativement complexes, en fait, avec une répartition de fonctions au sein de l'équipe qui est très très codée, et puis une spectacularisation qui laisse à désirer. Si vous avez déjà vu un match de cricket, le plus intéressant c'est quand même la mi-temps, le moment où on boit le thé et on mange les gâteaux qui vont avec. Et puis surtout, on a le rôle de la fédération de cricket, de ce qui fait office de fédération, le Marylebone Cricket Club, le MCC, qui ferme véritablement la pratique, qui, en caricaturant, souhaite que le cricket reste la propriété des gentlemen, et en tout cas des Anglais, ou des gens des Dominions, alors que le football, lui, cède aux poussées du Nord, aux poussées de la classe ouvrière et du professionnalisme. Alors, pour terminer, François, ça serait peut-être intéressant aussi, vous, en tant que spécialiste, que vous donniez peut-être un point de vue, véritablement, sur ce qu'apporte cette série. Alors, autant ne pas regarder cette série si on veut voir du football. Parce que les retranscriptions de matchs ne sont pas très convaincantes, puis on en voit très peu, il y a très très peu de football là-dedans. Finalement, ce n'est qu'un fond de série, ce n'est qu'un fond pour l'histoire de la série. Elle est agréable, elle n'est pas mémorable, elle n'est pas du tout un chef-d'œuvre, elle n'est pas rangée parmi les chefs-d'œuvre, et tout en n'étant pas spécialiste du format série, je ne pense pas qu'on puisse la considérer comme un chef-d'œuvre. Elle est agréable en temps de confinement. Ça ne dépassera pas ce statut-là. On est très loin du bon film qui avait été réalisé par Sébastien Grobler il y a une dizaine d'années, en 2011, L'incroyable équipe, qui retraçait l'introduction du football dans un lycée allemand à la fin du 19e siècle. On est très loin de cette qualité-là. Mais ça a le mérite au moins de satisfaire les amateurs de petites histoires à l'eau de rose. On a des petites amourettes comme ça qui peuvent amuser ceux qui n'aiment pas le football. Ça peut donner l'impression qu'on y prend aussi la défense du pauvre, ce qui est loin d'être évident finalement, parce qu'on a des riches qui sont presque sympathiques, et en particulier James Walsh. On a des pauvres qui peuvent parfois être détestables, en particulier le père de Fergus Sutter. Donc on a des schémas un petit peu caricaturaux qu'il faut prendre, à mon avis, avec prudence. Et puis, ça permettra peut-être à ceux qui n'aiment pas spécialement le football de s'attarder sur un aspect de l'histoire de notre sport et de s'intéresser un petit peu à l'histoire de notre sport. Non, à mon avis, le seul intérêt véritable, le principal intérêt, il est d'ordre civique finalement, parce que ça permet de replacer sur le devant de la scène la raison d'être du professionnalisme sportif. À un moment où on peut avoir beaucoup de débats sur l'argent dans le sport, et on a de justes dénonciations du poids de l'argent dans le sport, il est intéressant aussi de revenir sur le fondement du professionnalisme et de mettre ainsi en avant le fait que les valeurs de la gratuité, de l'amateurisme, de la pureté, derrière elles se cachent parfois assez mal les privilèges des classes les plus aisées.
Merci François, en tout cas, pour cette très brillante analyse, même si ce n'était pas votre cœur de travail, hein, puisque vous avez travaillé sur toute la France. Merci d'avoir analysé cette série The English Game, et à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.